Deux pavillons d'accouchement, identiques de construction, contigus, s'élevaient en cette année 1846 au milieu des jardins de l'Hospice général de Vienne. Le professeur Klein dirigeait l'un d'eux. L'autre, depuis bientôt 4 années, se trouvait placé sous la direction du professeur Bartsch. Ce fut par ces jardins couverts de neige, soumis au givre d'un vent implacable, que Semmelweis dut se rendre à son nouveau service dans la matinée du 27 février. Il pensait bien trouver dans cette carrière plus de tristesse encore qu'il n'en avait connu jusqu'alors en chirurgie, mais il ne pouvait s'imaginer à quelle hauteur d'émotion, dans quelle intensité dramatique s'écoulait chez le professeur Klein la vie quotidienne. Dès le lendemain, Semmelweis fut pris, entraîné, meurtri dans la danse macabre qui ne devait jamais s'interrompre autour des deux terribles pavillons. C'était un mardi ce jour-là. Il dut procéder aux admissions des femmes enceintes venues des quartiers populeux de la ville. Ne se résignait évidemment à l'accouchement dans un hôpital d'aussi triste renommée que celle dont la condition était absolument misérable. De leurs anxieuses confidences, Semmelweis apprit que si les risques de fièvre puerpérale étaient chez Bartsch considérables, chez Klein et pendant certaines périodes, les risques de mort équivalaient à une certitude. Ces données, qui étaient devenues classiques parmi les femmes de la ville, constituèrent dès ce moment le point de départ de Semmelweis vers la vérité. L'admission des femmes en travail se faisait alors par tour de 24 heures pour chaque pavillon. Ce mardi, quand 4 heures sonnèrent, le pavillon Bartsch ferma ses portes. Celui de Klein ouvrit les siennes. Au pied même de Semmelweis se déroulèrent alors des scènes si poignantes, si sincèrement tragiques, qu'on est surpris en les lisant, et malgré tant de raisons contraires, de ne point avoir un enthousiasme absolu pour le progrès. Une femme, racontait-il plus tard à propos de cette première journée, est prise brusquement vers 5 heures de l'après-midi de douleur dans la rue. Elle n'a pas de domicile, se hâte vers l'hôpital et comprend aussitôt qu'elle arrive trop tard. La voici, suppliante, implorant qu'on la laisse entrer chez Bartsch au nom de sa vie qu'elle demande pour ses autres enfants. On lui refuse cette faveur. Elle n'est pas seule. À partir de ce moment, cette salle d'admission devient un bûcher d'ardente désolation où 20 familles sanglotent, supplient, entraînant souvent et par force la femme ou la mère qu'ils amenaient. Ils préfèrent presque toujours la faire accoucher dans la rue, où les dangers sont vraiment beaucoup moindres. Chez Klein, ne vont en définitive que celles qui parviennent à ces derniers instants, sans argent, sans soutien, pas même celui d'un bras pour les chasser de ce lieu maudit. Pour la plupart, ce sont les êtres les plus accablés, les plus réprouvés par les mœurs intransigeantes de l'époque. Ce sont presque toutes des filles mères. Dans le destin de Semmelweis, où les grands malheurs semblent pourtant familiers, les chagrins tombent parfois si lourdement qu'ils s'estompent dans l'absurde. À peine vient-il en effet de prendre contact initial et douloureux avec ses nouvelles fonctions. À peine s'est-il assez éloigné pour ne plus entendre les gémissements de celle que l'heure condamne, que 2 lettres lui sont remises. L'une lui annonçant la mort de sa mère, et l'autre celle de son père, décédé quelques jours plus tard. Dans le récit de cette existence, on paraît épuiser toutes les expressions du malheur. La terminologie à laquelle il faut sans cesse avoir recours pour l'accompagner dans son œuvre semble provenir tout entière de la lourde tenture des phrases funéraires. Mais les faits furent encore plus sombres, si possible, que leur description. Cette fatalité lugubre qui règne chez Klein l'entoure désormais. Elle écrase les hommes, les femmes et les choses qui s'agitent dans ce périmètre. Lui seul se refuse au destin et n'en est pas écrasé, mais il en souffre plus que tous les autres, dans tous les temps, à Vienne aussi bien qu'à Paris, à Londres comme à Milan. Eux tous ont, tôt ou tard, courbé la tête sur le passage du fléau puerpéral. Hypocritement, dans l'ombre indifférente, ils ont pactisé avec la mort. Et si les plus savants se réveillent encore de temps en temps par des propos subtils,
c'est qu'ils ont épuisé les petites ressources de leur petit talent et comme ils n'arrivent jamais à rien, ils retournent bientôt dans la ronde officielle. La fièvre des accouchés, divinité terrible, détestable, mais tellement habituelle. À force, elle paraissait dans l'ordre de ces catastrophes cosmiques, inévitables. Les pieux et méprisables routiniers l'envisageaient sans trop l'avouer comme une espèce de tribut douloureux que payaient souvent les femmes du peuple à leur entrée dans la vie maternelle. Parfois d'autres, soustraits à l'accoutumance professionnelle, s'indignent, s'affolent, font grand bruit. C'est alors que des commissions furent nommées. Elles réunirent toujours des savants responsables. Que c'est un jeu facile de représenter ces commissions successives, interminables, de façon ridicule. Essayons plutôt d'estimer leurs efforts. Ils furent vains, comme à l'habitude, pendant la recrudescence puerpérale de 1842 chez Klein, lorsque 27% des accouchés succombèrent en août, 29% en octobre de la même année, et qu'on atteignit même la moyenne des 33 décès sur 100 accouchements dans le mois de décembre. Bien d'autres commissions s'étaient effondrées sur ce même problème de tous les temps. Parmi toutes celles qui se réunirent, l'une des moins inefficaces fut encore peut-être celle que Louis XVI convoqua pendant l'épidémie puerpérale de 1774, qui décima l'Hôtel-Dieu de Paris. En cette occasion, ce fut le lait qu'on incrimina et le Collège des médecins de Paris fit proposer au roi comme remède à cette épidémie la fermeture de toutes les maternités ainsi que l'éloignement des nourrices. Ce n'était pas très bien, ce n'était pas très mal. À Vienne encore, au mois de mai 1846, une commission d'Empire fut convoquée d'urgence. Les statistiques accusent cette fois des séries mortuaires de 96% chez Klein. Que penser de tous ceux qui constituaient ces commissions? Étaient-ils donc personnellement aussi ignorants, aussi incapables surtout que les remèdes qu'ils proposaient? Nullement, mais ils n'avaient pas de génie. Il en fallait beaucoup pour débrouiller les écheveaux pathologiques avant que Pasteur n'eût prêté sa lumière aux médiocres. D'ailleurs, n'en faut-il pas toujours dans les grandes circonstances de ce monde? Quand le torrent des puissances matérielles et spirituelles, obscures, mêlées, entraîne les hommes en foule hurlante, mais docile, vers des fins meurtrières. Bien peu parmi les mieux doués savent alors faire autre chose que de se signaler par une course plus rapide vers l'abîme ou par un cri plus strident que les autres. Rarissime est celui qui, se trouvant au milieu de cette obsession des ambiances qu'on appelle la fatalité, ose et trouve en lui la force qu'il faut pour affronter le destin commun qui l'entraîne. Dans l'ombre, il trouvera la clé de mystère auparavant redoutable. Presque toujours celui qui la veut, avec assez de foi, la découvre, car toujours elle existe. Et devant son audace, le torrent des fatalités se détourne vers d'autres ignorances jusqu'au jour d'un autre génie. Semmelweis choisit cette tâche à sa mesure et de son temps. Plus tard, lui-même eut bien simplement conscience de son rôle parmi les hommes. « Le destin m'a choisi », écrit-il, pour être le missionnaire de la vérité quant aux mesures qu'on doit prendre pour éviter et combattre le fléau puerpéral. J'ai cessé depuis longtemps de répondre aux attaques dont je suis constamment l'objet. L'ordre des choses doit prouver à mes adversaires que j'avais entièrement raison, sans qu'il soit nécessaire que je participe à des polémiques qui ne peuvent désormais servir en rien au progrès de la vérité. Nous sommes habitués dans d'autres domaines à des déclarations aussi solennelles de la part de penseurs ou de politiciens, mais qui ne s'étayent sur aucun fait précis ou immobile. Ce ne sont en somme que jeux littéraires. Celle-ci, au contraire, représente un point définitif de notre biologie. Mais revenons à l'époque où nous avons quitté Semmelweis, c'est-à-dire vers 1846. Il est loin d'avoir encore cette sécurité magnifique. Dans l'instant, au contraire, autour de lui, tout est contradictoire, incohérent. Il cherche dans les rapports de la commission impériale. Pas un seul des remèdes éventuels qu'elle indique et dont on tente l'application pratique ne donne un résultat. Même pas un commencement d'espoir. Semmelweis s'est donc livré à ses propres ressources. C'est alors qu'il procède par élimination successive du passé, enlevant erreurs et mensonges qui recouvrent la vérité, les uns après les autres,
les rejetons au loin comme des feuilles mortes qui étouffent la fleur qu'il cherche. Il marquera d'une pierre initiale et une fois pour toutes le point de départ de son esprit vers la découverte. On meurt plus chez Klin que chez Bartsch. Tout le monde avant lui l'avait remarqué. Personne ne s'y était arrêté aussi formellement. Lui juge que c'est le seul fait acquis dans le cours de cette tragédie où tout est obscur. C'est toujours de là qu'il partira et c'est encore là que toujours il reviendra sur lui-même. Pourtant, 100 pistes qu'on lui propose s'offrent pour l'égarer. Il s'y refuse. Enfin, quand, à force de persuasion et souvent, hélas, de brutalité, il a fini par soumettre ceux qui veulent ou feignent de vouloir l'aider à ce point de départ, les solutions affluent. On rivalise autour de lui d'ingéniosité, en réalité d'orgueil. Si on meurt moins chez Bartsch, prétendent ces bons esprits dans leur crainte d'être dépassés, c'est que chez lui, le toucher est exclusivement pratiqué par des élèves sages-femmes, alors que chez Klin, les étudiants procèdent à la même manœuvre chez les femmes enceintes, sans aucune douceur, et provoquent par leur brutalité une inflammation fatale. On tenait alors fermement à l'inflammation comme étiologie de la fièvre puerpérale. « Hurrah! Le monde était sauvé !» Semmelweis saisit aussitôt l'occasion offerte par ses émules et passe aux déductions pratiques. Les sages-femmes dont le stage s'accomplissait chez Bartsch sont échangées avec les étudiants de Klin. La mort suit les étudiants. Les statistiques de Bartsch deviennent angoissantes et Bartsch, affolé, renvoie les étudiants d'où ils venaient. Semmelweis sait à présent, et les autres aussi s'ils le veulent, que les étudiants jouent un rôle de première importance dans ce désastre. C'est beaucoup. C'est ce qu'il faut pour qu'un déluge de conseils s'abatte sur lui. Même Klin, qui commence à s'inquiéter des révolutions que son assistant veut provoquer dans son fief maudit, Klin, dont l'activité obstétricale s'entoure d'une rébullition tragique dans l'Autriche tout entière, tente alors d'expliquer que ce sont les étudiants étrangers qui propagent la fièvre puerpérale. Suivant le désir du médecin-chef, des expulsions sont ordonnées, et le nombre des étudiants est ramené de 42 à 20 par le départ des étrangers. À la suite de cette mesure, le taux de mortalité s'abaisse pendant quelques semaines. Qu'on veuille bien songer à ce qu'une petite amélioration de cette sorte peut être déroutante pour celui qui observe avec passion la surface de l'inconnu. Que l'esprit du chercheur s'y arrête plus qu'il ne faut, qu'il se perde en inutiles déductions, et voilà le pauvre chariot de la recherche, hésitant, chaotique, embourbé pour longtemps, pour toujours peut-être. Ce n'est pas le cas pour Semmelweis, qui a du souffle, Dieu merci. Il franchit ses insignifiances, il veut mieux, il veut voir absolument clair, et il veut avec trop de violence. Son enthousiasme n'est pas nuancé. Par son insuffisance de forme, il se fait accuser d'intolérance, d'irrespect à l'égard de Klin. C'est vrai, hélas, aussi. Certains trouvent son orgueil insupportable. On dira qu'il joue avec l'œuf de Christophe Colomb. Dans son ardeur à la recherche, il s'est retranché de la vie courante. Il l'ignore. Il n'existe plus que passionnellement, avec une telle force, une telle fixité qu'il revient sans jamais en démordre, au seul fait prouvé, sensible. C'est qu'on meurt plus chez Klin avec les étudiants que chez Bartsch avec les sages-femmes. Sans cesse, il va répétant à tous ceux qui veulent ou ne veulent pas l'entendre. Les causes cosmiques, telluriques, hygrométriques qu'on invoque à propos de puerpérale ne sauraient avoir de valeur puisqu'on meurt plus chez Klin que chez Bartsch, à l'hôpital Granville, où pourtant les conditions cosmiques, telluriques et tout ce qu'on voudra sont bien les mêmes. Un jour, au loin, il aperçoit une lueur brève, mais certaine, dans toute cette obscurité. Il n'en est pas surpris. Il la reconnaît. N'est-ce pas encore une autre qualité remarquable, et peut-être la plus précieuse de ceux qui triomphent dans l'inconnu scientifique, que de savoir reconnaître le fait certain indispensable, aussi bref qu'ait été son apparition, parmi tous les autres faits parallèles, sans importance immédiate ou possible, parce qu'il dépasse les forces dont il dispose à ce moment.
Cette révélation fut précise. La cause que je cherchais dans notre clinique est nulle part ailleurs. Ceci fut dit à Markousovski le soir du 14 juillet 1846. Cependant, des sentiments humains hostiles se sont, sans qu'il s'en doute, ou parce qu'il les a méprisés, déchaînés contre lui. Une houle mauvaise roule autour de son nom. Les mots qu'on prononce pour qualifier son attitude ne recouvrent plus entièrement toute la haine qu'il suscite déjà. Elle déborde dans le silence. Klein ne lui parle plus, tant en l'espace de 5 mois leurs rapports se sont aigris. À l'occasion d'une réunion de professeurs, il lui fait dire, peut-être pour l'égarer, que la cause qu'il cherche aux épidémies puerpérales doit être dans l'ancienneté des locaux. Semmelweis aussitôt lui fait répondre, et d'ailleurs sans ménagement, que dans la clinique de Boer, la plus ancienne de Vienne, on meurt assurément beaucoup moins que dans la sienne. Il fallait s'attendre à ce que Klein se dressât définitivement sous le coup de cette nouvelle insolence. Désormais, il ne cherchera que la première occasion pour faire révoquer son assistant. Semmelweis en est averti. Aussi toutes ces nuits, depuis ce moment jusqu'à son départ, il les passa dans les cliniques, au chevet des accouchés, et surtout auprès des mourantes, pressentant que ses jours étaient comptés dans l'hôpital, que si la vérité était là, sous sa main, son étreinte, cependant, était trop débile encore pour la faire sortir du silence, où elle s'enfonçait de 100 façons. Il voit aussi que ses ennemis, de jour en jour plus nombreux, se moquent de ses efforts, et qu'il lui faut aboutir absolument, à tout prix, vite, ou bien retomber plus bas dans le troupeau passif, où lui ne peut pas vivre. Les jours, les nuits se succèdent, horribles, les nuits surtout. À Markousovski qui vient le voir, il avoue qu'il ne peut plus dormir, que le son désespérant de la clochette qui précède le prêtre apportant le viatique est entré pour toujours dans la paix de son âme, que toutes les horreurs dont il est journellement l'impuissant témoin lui rendent la vie impossible, qu'il ne peut demeurer dans cet état présent où tout est obscur, où seul est précis le nombre des morts. Et tout le monde l'entend, cette clochette. On va donc l'accuser à son tour. Que n'accuse-t-on point? D'entretenir chez les femmes en couche un état d'anxiété qui les prédispose aux atteintes de la fièvre puerpérale. Temporairement, on supprime la sonnette. Le prêtre fait un détour pour se rendre au chevet des mourantes. Après celle-ci, une autre subtilité autorise à nouveau quelques espoirs. N'a-t-on pas remarqué que les femmes non mariées, les filles mères, sont plus déprimées que les autres aux approches de l'accouchement? Voilà, proclament les psychologues, une excellente raison. 1 mois ou 2 passèrent encore, puis ce fut au tour du froid, après la chaleur, après la diète, après la lune, d'être coupable. Pendant que se succédaient ces ridicules et peu sincères tentatives, Semmelweis observait que les femmes qui, par surprise, accouchaient dans la rue et ne venaient qu'ensuite chez Klein, même au milieu de ces temps dits d'épidémie, étaient presque constamment épargnées. Sachant déjà par l'expérience précédente que sur les étudiants spécialement s'étendait une malédiction, il observa ces derniers de très près, de plus en plus près dans toutes leurs allées et venues, dans tous leurs gestes. En même temps, il se souvint, et d'autant mieux qu'il avait longtemps vécu chez Rokitansky au milieu des dissections, de ces coupures cadavériques souvent mortelles, que se font ces mêmes étudiants avec des instruments souillés. Ses idées se précipitent. Dans les jours qui suivent, il demande à Rokitansky de lui adjoindre le docteur Lautner, afin qu'il puisse pratiquer à ses côtés des autopsies et des coupes de tissus cadavériques, sans avoir d'ailleurs de cadre préconçu pour ses recherches histologiques. En somme, des expériences pour voir, comme le dira plus tard Claude Bernard. À cet instant, il est si près de la vérité qu'il est en train de la circonscrire. Il en est encore plus près quand il imagine de faire pratiquer le lavage des mains à tous les étudiants avant qu'ils n'abordent les femmes enceintes. On se demande le pourquoi de cette mesure. Elle ne répondait à rien dans l'esprit scientifique de l'époque. C'était une pure création.
Toujours est-il qu'il fit disposer des lavabos aux portes de la clinique et donna l'ordre aux étudiants de se nettoyer soigneusement les mains, préalablement à toute investigation ou manœuvre sur une parturiente. Mais, insouciante d'abord, devenue hostile ensuite, la routine, qu'il avait trop négligée, l'attendait pour le frapper dans son essor. Elle entra le lendemain dans les pas de Klein. Semmelweis l'entretint dès son arrivée à la clinique de la mesure de propreté qu'il voulait faire prendre par les étudiants. Il lui demanda aussi de s'y soumettre personnellement. En quels termes la proposition fut-elle faite? Évidemment, Klein demanda une explication de ce lavage préalable qui lui parut, a priori, tout à fait ridicule. Sans doute songea-t-il même à une vexation. Semmelweis, d'autre part, était bien incapable de lui fournir une réponse plausible ou une théorie convenable, puisqu'il voulait tenter le hasard. Klein refusa net. Semmelweis, énervé par tant de veillées épuisantes, s'emporta, oubliant le respect qu'il devait malgré tout au plus mauvais de ses maîtres. Certes, l'occasion était trop belle pour que Klein ne s'en saisît pas. Le lendemain, 20 octobre 1846, Semmelweis fut brutalement révoqué. Dans les deux pavillons, la fièvre un instant menacée triomphe. Impunément, elle tue comme elle veut, où elle veut, quand elle veut. À Vienne, 28% en novembre, 40% en janvier. La ronde s'étend tout autour du monde. La mort conduit la danse, clochette autour d'elle. À Paris, chez Dubois, 18%, 26% chez Schuld à Berlin. Chez Simpson, 22%. À Turin, sur 100 accouchés, 32 meurent.